Et oui, l'éternel féminin. L'éternel féminin est souvent perçu comme une vision idéalisée, on en a parlé en préambule, et parfois trompeuse de la femme. Et ce concept soulève des questions sur les attentes et les stéréotypes associés aux femmes à travers l'histoire. Alors, est-ce une célébration de la féminité ou une contrainte imposée par des idéaux inatteignables? Telle est la question, Dominique. Merci beaucoup. Alors oui, effectivement, moi j'ai choisi comme titre « Une vision trompeuse de la femme ». En fait, je suis partie d'une réflexion philosophique sur le sens métaphysique que pouvait avoir ce concept d'éternel féminin. La métaphysique qui sépare la partie de la vérité de la partie des apparences. Est-ce que Enfant souhaite le micro? Oui, madame, donc, qui sépare dans le monde de la vérité et le monde des apparences. Et en fait, j'ai eu l'occasion à Paris de rencontrer Antoine Berriot qui a fait une thèse sur Nietzsche qui s'appelle Nietzsche ou la métaphysique de la séduction. À l'intérieur de sa thèse, il y a cette phrase qui est marquée au tableau, qui est en partant d'une vision trompeuse et en nous arrachant à sa séduction que nous parvenons à la vérité. Alors, tout à l'heure, Thierry, tu m'as mangé ma diapositive, mais donc c'était pour rappeler que le concept de l'éternel féminin venait de Goethe. Goethe, ce théoricien de l'art qui idéalisait les femmes, il était dans Faust II, puisqu'il y a eu deux Faust. Faust, le vieil alchimiste allemand qui a vendu son âme au diable contre l'éternelle jeunesse et qui a été sauvé par la douce et belle Marguerite, eh bien, il a postulé que c'était effectivement, comme l'a dit Thierry, une sorte d'idéalité transcendantale et qui reposait sur la prise en compte des tas de choses qui exprimer en fait une ontologie féminine spécifique. Alors là, vous allez vous dire 15 minutes c'est court, mais ça va être long. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ce concept? Eh bien, Jean Maisonneuve, qui est un philosophe, il a fait une enquête sur 100 étudiants. Vous voyez que 51% ils ne savent pas ce que c'est, 30% ils lisent des affabulations, et 19% des éléments de vérité. Donc dans la culture populaire, la définition de ce concept, c'est quoi? C'est simplement le désir exercé par la femme sur l'homme. Et quelle en est sa représentation? Sa représentation, c'est toutes ces femmes, messieurs, qui vous font rêver, mais nous aussi, elles nous font rêver. Et si vous rajoutez un paramètre femme scientifique, c'est nettement moins glamour. Je vais vous raconter une histoire. À propos de vision trompeuse, est-ce que vous connaissez cette actrice de Hollywood qui a laissé son visage à Blanche-Neige? Elle a été choisie par Walt Disney. Alors en fait, elle s'appelait Eva Maria Kester, elle était juive, donc de mère roumaine et de père ukrainien, et elle a tout de suite été passionnée par le cinéma. Et on dit que c'est en regardant Métropolis qui est de Fritz Lang, 1927, un film de science-fiction noir-blanc qui est rentré au panthéon du cinéma, qu'elle a décidé d'être actrice. Et là, à 16 ans, elle rencontre un metteur en scène de théâtre, Max Reinhardt, qui déjà, enfin, dans la dernière œuvre de sa carrière, il a mis en scène Faust. Et donc, lui, il lui dit, il faut que tu ailles à Berlin. Et à Berlin, elle va commencer sa carrière d'actrice en 1931. Et en 1933, elle fait une rencontre. Elle rencontre Gustave Machat. Et Gustave Machat lui propose d'être l'héroïne de son film L'Extase. Sauf que l'Extase, elle était une héroïne, certes, 18 ans, mais il lui fallait tourner nue. Et en fait, l'Extase, c'est le premier orgasme de l'histoire du cinéma sur grand écran. Vous imaginez, à l'époque, ça a fait scandale. Même le pape Pie XII l'a vraiment réfuté, a condamné ce film. Et bien évidemment, Eva a été affublée d'une sale réputation. Alors, Eva, en fait, de toute façon, elle a quand même été repérée par la métropole immobilière, qui lui fait signer un contrat de 7 ans. Pendant 7 ans, elle va tourner une trentaine de films, parmi lesquels le fameux Samson et Dalida avec le Victor Mature en 49, qui va la rendre célèbre. Et en fait, elle va tout de suite changer de nom, elle devient Eddie Lamar, et elle est élue la plus belle femme du monde. Et en fait, elle aura sa réputation, elle s'en fiche, elle a tous les hommes qu'elle veut, elle aura Kennedy, Capa, Orson Welles, Clark Gable, enfin, et quand on lui demandait qu'est-ce que c'était le glamour, elle répondait, n'importe quelle femme peut avoir de glamour, il suffit de se tenir tranquille et d'avoir l'air idiote. Sauf que du glamour à la science. Eh bien, cette femme, elle avait une passion, elle adorait bricoler.
Partout où elle allait, elle avait un atelier, elle s'installait un atelier. Et elle inventait tout et n'importe quoi. Un distributeur à moutarde, un collier pour chien fluorescent, un appareil qui sortait les entrées des baignoires. Elle a même travaillé à l'amélioration de l'aérodynamisme des ailes de l'aviateur Howard Hughes, le Hughes One. Et Howard Hughes, à son époque, il a battu des records du monde de vitesse, record du monde, du tour du monde de vitesse, en 3 jours, 19h17 minutes. Il y a un film de Martin Scorsese, Aviator, avec Leonardo DiCaprio, qui parle de son histoire. En fait, elle avait aussi une autre passion, le piano. Cette passion va lui faire rencontrer George Antel. George Antel, c'est le bad boy des années 20. C'est un pianiste particulier, donc bad boy, parce qu'il paraît qu'il buvait, il allait dans les cabarets, il mettait le revolver sur le piano. Il avait une touche de piano très très particulière. On dit qu'il trempait ses doigts dans l'eau froide des soirs pour avoir une touche un peu particulière. On dit que c'est lui qui était à l'origine, qui donna, je dirais, la rythmique du jazz à Bernstein. Il était également compositeur de musique du film, une cinquantaine, on lui doit, et il avait une passion, les pianos mécaniques. Et c'est donc la rencontre totalement improbable entre cette star sulfureuse, qui sort de son premier mariage avec un marchand d'armes, qui était un ami, qui était nazi, qui était un ami de Goebbels, et elle, qui avait du sang juif, l'a quitté bien sûr très rapidement, et donc, ce pianiste un peu fou. Et alors, ce qui va se passer, c'est que arrive la Deuxième Guerre mondiale, là, ils écoutent la radio, et c'est le moment où, en fait, la flotte britannique se fait complètement torpiller par les torpilles allemandes. Et ça commence à intéresser Eva. Et en fait, elle se rend compte, elle s'intéresse au mécanisme des torpilles, elle se rend compte que les torpilles sont radioguidées, elles sont réalisées par une fréquence radio, et que, effectivement, c'est un problème de réception. Le radioguidage, c'est bien vraiment un élément majeur, un enjeu de guerre majeur. Donc le radioguidage, le principe, il faut un émetteur, il faut un récepteur. Voilà, l'émetteur, c'est le bateau, le récepteur, c'est la touche. Et ce tandem complètement improbable va avoir une idée de génie. Alors, elle a l'idée. Elle se dit qu'elle va imaginer un système qui va permettre de changer régulièrement la fréquence de transmission de l'émetteur au récepteur et qu'il suffirait de les synchroniser pour créer un signal sûr. Lui, en fait, il va inventer le système de synchronisation. Et il va se baser sur quoi? Je vous ai dit, c'est un amoureux des pianos mécaniques. Et c'est un homme aussi qui a été connu pour être le compositeur, à cette époque-là, du ballet mécanique. Le ballet mécanique, c'est un ballet qui a permis de faire jouer 16 pianos mécaniques synchronisés ensemble. Et en fait, il va penser au papier perforé qui tourne dans les pianos mécaniques, dans les mécanismes de piano. Alors voilà le principe. Dans un piano mécanique, il y a une touche qui est associée à un marteau. Le marteau, il est actionné par un tube. Le tube, il est relié à un système pneumatique. Et devant les tubes se déroule un rouleau perforé qui glisse sur un mètre cylindre. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a un trou qui apparaît, il y a de l'air qui passe, l'air va actionner le marteau appuie sur la frappe, sur la corde produit la note. C'est le système true note. Donc, George et Eddie, tous les deux pianistes, donc en s'inspirant de ce fonctionnement, vont inventer un système de cryptage complètement indéchiffrable qui va être inscrit sur ces rouleaux de papier perforé, sur lequel le signal radio va transiter sur 88 fréquences qui correspondent aux 88 notes d'un piano mécanique. Alors, bien évidemment, on est en temps de guerre, ils déposent un brevet, Secret Communication System, et ils vont le proposer à la Navy. Vous imaginez la tête de la Navy, la star sulfureuse avec le bad boy de l'époque, on leur rit au nez, mais les militaires étant très pratiques, ils classent le brevet, ils le classent sur téléphone. Alors, la reconnaissance va se faire vraiment à temps. D'abord, en 1959, George Antel meurt. 62, souvenez-vous, c'est la crise cubaine, la crise des missiles. Quand les Russes ont pointé leurs missiles à partir de Cuba sur les Américains. C'est le moment où il y a eu le fameux téléphone rouge. Puis c'est la baie de cochon. Et on a utilisé des torpilles.
Et Eddie Lamar, elle se rend compte qu'on a utilisé des torpilles un petit peu perfectionnées, mais que c'est son système. Et elle va aller râler à la mairie. Elle va aller demander des comptes. Bien évidemment, le bureau américain du brevet lui rit au nez et lui dit « Mais madame, il vous aviez 6 ans pour contester. C'est trop tard. » Et donc, elle va devoir attendre, et encore longtemps. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'idée révolutionnaire de ce tandem, c'est que c'est à l'origine de tous les moyens de transmission actuels. Et cette transmission sécurisée, c'est la base des premiers Wi-Fi, du Bluetooth, de la téléphonie mobile, du GPS. Et à l'heure actuelle, l'ensemble de ces inventions pèserait plus de 30 milliards de dollars et ils n'ont rien touché. Alors, ça ne marche plus. Alors si en 1960, Eddie Lamar, elle a été reconnue en termes d'actrice, elle a eu son étoile sur le fameux Hollywood Boulevard. Il va lui falloir attendre ses 83 ans pour avoir une première reconnaissance. En 1997, elle et lui, ils sont toujours liés. Elle va recevoir le prix de l'Electronic Foundation, qui est un prix qui n'est donné qu'à des inventions mathématiques ou d'informatique. Et malheureusement, il faudra attendre 2014, c'est-à-dire qu'elle reçoive à titre posthume, avec George Antel, ça ne marche pas bien, voilà, qu'il rentre dans ce fameux National Inventors Hall of Fame. C'est un mur où il n'y a que des alvéoles avec des noms. Vous ne pouvez y rentrer que si vous avez fait une invention remarquable. Alors elle meurt, elle va mourir totalement oubliée. Bien évidemment, elle a dilapidé sa fortune, elle meurt dans un dénuement vraiment terrible. D'ailleurs, elle a même été arrêtée à plusieurs reprises pour voler à l'étalage. Donc elle meurt le 19 janvier 2000. À son chevet, on trouvera quand même un carnet de croquis. Elle continuait à travailler, elle travaillait sur le Concorde, vous imaginez. Et pourtant, donc, ils ont inventé cette technologie révolutionnaire de transmission qu'on appelle étalement de spectre par saut de fréquence. Saut de fréquence de trou à trou de papier perforé. En anglais, FHSS. Alors, c'est toujours la même histoire. Parce que quand Eddie Lamar et George Antel se sont pointés à la Lévy, on leur a rayonné. Sauf que les gens du bureau, ils ont vu qu'elle était splendide, c'était une femme splendide. Et donc, ils lui ont proposé de participer, de vendre un petit peu son physique pour des obligations de guerre, les fameux war bonds. Et ça a marché, puisque sur son physique, les Américains ont recueilli 300 millions de dollars. Alors, moralité de l'histoire, en somme, et comme toujours, l'éternel féminin, c'est « sois belle et tais-toi ».